Des données tronquées, une interprétation orientée, je suis Cube et vous regardez Debunk. Bien, avant de commencer, je tiens à préciser qu'il ne faut pas harceler les personnes présentes dans cette vidéo. Bien qu'ils peuvent gagner de l'argent via cette hypothèse, ce n'est pas pour autant qu'ils n'y croient pas et qu'ils font ça pour l'argent. Ils semblent sincèrement convaincus par leur hypothèse, et ça arrive à tout le monde de se tromper. Donc, les deux Lépine sont un couple d'anciens cancérologues affirmant que le garde d'asile, qui est un vaccin censé lutter contre l'HPV ou papillomavirus, et par extension diminuer le nombre de cancers du col de l'utérus, double ces cancers dont il est censé empêcher l'apparition. Du coup, avant de paniquer et de crier au scandale sanitaire, on va analyser leurs arguments un à un afin de vérifier leurs dires. Et l'on commence tout de suite avec le plus gros argument. Pour affirmer leur hypothèse, ils utilisent les chiffres d'incidence des cancers du col de différents pays. L'exemple le plus frappant étant celui de l'Australie. Prenons donc le tableau qu'il y a sur leur site, où ils expliquent que le nombre de cancers double entre 2007, date d'injection du vaccin, et 2014. Et effectivement, c'est le cas. Cependant, est-ce que ça prouve qu'ils ont raison ? Je m'explique. Un cancer met des années à se développer. Et si l'on veut vérifier si leur hypothèse est valide, il faut tenter de la briser. Si elle résiste, alors elle sera jugée vraie jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est la méthode scientifique. Donc, si un cancer met des années à se développer, on va jeter un œil aux chiffres entre 2007 et 2014, pour voir si c'est cohérent. On s'attend à voir une augmentation des cancers sur les dernières années, logiquement. Mais l'on constate en réalité que ça double entre 2007 et 2008, puis que ça se stabilise. Donc, à ce stade, deux hypothèses. Hypothèse 1. Le vaccin double le taux de cancer du col de l'utérus et booste de manière incroyable son développement. Hypothèse 2. Le vaccin ne double pas le taux de cancer du col. Pour trancher, on va utiliser les outils mis à disposition par Madame de Lépine. On commence donc par la temporalité, et comme on l'a déjà vu, ça ne correspond pas à ce qui est attendu. Ça correspond même pas à ce qu'affirme Madame de Lépine dans son article. Car, en étant précis, le doublement des cancers ne se fait pas entre 2007 et 2014, mais entre 2007 et 2008. Et 2007-2008, c'est pas 3 à 5 ans après la vaccination en fait. Pour le gradient de dose, on nous dit que ça correspond. Donc pareil, vérifions. En 2007, les filles qui ont été vaccinées avaient entre 11 et 20 ans, en prenant large, sachant que c'est surtout recommandé pour les 11-14 ans. Logiquement, les filles de 11 à 20 ans avaient entre 18 et 27 ans en 2014. Or, l'augmentation se fait sur les 20-44 ans, comparé à 2006. Ici, on se serait attendu à une augmentation de plus en plus importante à partir du moment où les filles vaccinées ont 20 ans. Et on s'attendrait à une augmentation sur les 20-27 ans, et non 20-44 ans. Mais bref, continuons. En 2016, les filles ont désormais 20-29 ans. Eh bien, toujours comparé à 2006, l'augmentation a lieu sur les 25-49 ans. Là encore, on s'attendrait à des résultats différents si le vaccin était responsable de cette augmentation. Pour être sûr, j'ai aussi pris 2008 comparé à 2006. Eh bien, ce que l'on obtient, c'est une augmentation sur les 20-44 ans, avec une stabilisation pour les 30-34 ans. Or, en 2008, les filles ont entre 13 et 22 ans. On constate donc toujours que l'augmentation a aussi lieu sur celles n'ayant pas pris le vaccin. Donc, le gradient de dose ne correspond pas. Pour le critère de plausibilité, effectivement, c'est plausible. Cependant, est-ce une preuve qu'il va réellement provoquer un cancer ? Après tout, quand je perds quelque chose, genre mes clés, et que je pensais les avoir laissées quelque part, mais que je les retrouve autre part, c'est possible que quelqu'un les ait déplacées. Est-ce que c'est forcément le cas ? Non, je peux tout aussi bien me tromper en fait. Donc le critère de plausibilité, à lui seul, ne suffit pas. Et à vrai dire, sans les deux premiers critères, l'hypothèse est déjà peu crédible. Mais continuons. Les critères de plausibilité, de cohérence et d'analogie sont à peu près la même chose. En effet, prenons l'exemple des clés que j'ai oubliées. S'il est plausible que quelqu'un les ait déplacées, c'est que c'était à la portée de quelqu'un. Sinon, c'est incohérent et donc bien moins plausible. Et si j'ai déjà vu quelqu'un déplacer des clés perdues, pour les mettre plus en valeur par exemple, alors je vais juger plus cohérent le fait que quelqu'un ait déplacé mes clés. Donc,
On a aussi un problème dans les outils donnés par Madame de Lépine, car quelque chose de juste plausible devient plutôt probable, car ce critère est répété 3 fois. On peut donc juger que, si elle emploie cette méthode, alors elle risque de surévaluer la probabilité de son hypothèse. Ce qui ne permet pas de dire qu'elle a tort, là-dessus on est d'accord, mais ça nous renseigne sur sa méthode. Et en parlant de la méthode des de Lépine, ils n'ont pas cherché à vérifier leur hypothèse, simplement à la confirmer. En effet, ils n'ont pas comparé les courbes en fonction de l'âge pour savoir si ça correspondait. Ils n'ont même pas pris les chiffres avant 2007 pour avoir le contexte, ce qui est la base. Mais encore une fois, ça permet pas de trancher. On va donc avoir besoin de vérifier si ce qu'ils affirment peut être vrai. Et pour juger si les chiffres de l'Australie démontrent bel et bien une augmentation du nombre de cancers du col dû aux gardes d'asile, on va devoir y voir un peu plus clair. Et pour y voir un peu plus clair, on va devoir résoudre le gros problème de ce tableau, à savoir qu'il commence en 2007. On n'a pas les chiffres précédents, ce qui est, comme je l'ai déjà dit, très important. Car ouais, je me répète, mais on a besoin de contexte. Une fois cette erreur de base corrigée, et les chiffres de 2000 à 2007 insérés dans ce tableau, qu'observe-t-on ? Tout simplement que 2007 a une valeur 2 fois moins importante que la moyenne sur cette période. Quand la valeur revient à la normale en 2008, la valeur est donc multipliée par 2, forcément, sans qu'il n'y ait d'explosion des cancers du col, comme annoncé par ce couple de cancérologues. Donc, ce doublement de cancer, c'est juste la valeur qui revient à la normale. Aussi, autre problème de leur méthode, c'est qu'on ne doit pas comparer les pourcentages d'augmentation, on compare l'augmentation seulement. Exemple, si dans 2 pays fictifs similaires, on a un pays avec 2 accidents mortels sur la route en 2007, et que sur l'autre, on a 149 accidents mortels sur la route en 2007. Sur 2008, dans le premier pays, on a eu 3 morts sur la route, contre 162 morts dans le deuxième pays. Là où dans le premier pays, on a juste un mort en plus, pouvant être dû au hasard, dans le deuxième pays, on a 13 morts en plus. Cependant, dans le premier cas, on a une augmentation de 50%, beaucoup plus importante que les 9% du deuxième pays. On voit donc bien ici que comparer des pourcentages d'augmentation, ce n'est pas du tout fiable. Enfin, il pourrait au moins donner l'augmentation par an, ça serait plus simple à lire, ou alors de toujours prendre l'augmentation sur le même intervalle de temps. Je tiens à rajouter quelque chose, c'est que l'Australie a changé sa méthode de dépistage en 2018, donc quand on aura les chiffres en 2018, puisque le dépistage est plus sensible, alors on aura plus de cancers détectés. Mais le nombre de cancers restera le même. Donc pas la peine en 2022 de crier au scandale du garde d'asile, c'est simplement un artefact dû au changement de dépistage. Vous voilà informé. Les mêmes problèmes de statistiques et bien plus se retrouvent dans leur interprétation des chiffres des autres pays. On a notamment le fait qu'ils prennent toujours le vaccin en 2007, alors que les campagnes de vaccination ont eu des dates différentes dans les différents pays. Ou encore des graphiques avec des fautes énormes. Et on va voir ces différents problèmes tout de suite, pays par pays. Pour la Norvège, la campagne de vaccination a eu lieu en 2009. On doit donc non plus prendre 8,99 mais 9,5. Je pourrais aussi faire remarquer qu'en 2015, il est écrit 11,31, alors que sur le graphique on a 11,33. Mais ça change quasi rien, donc bon, on va laisser passer. Les 25% deviennent 19%. Et il en va de même avec les autres graphiques. Les 49% deviennent 23% et les moins 11% deviennent moins 2%. Donc tout a été surestimé. Leurs affirmations sont donc à vérifier. La campagne de vaccination a été suivie d'une augmentation importante des cancers invasifs. Là-dessus, tout à fait d'accord. Cependant, si on dit que les vaccinés avaient maximum 20 ans, alors en 2015, elles en ont 28. Si l'on représente sur la courbe les femmes vaccinées, on voit que ce ne sont pas elles qui subissent la plus forte augmentation, ce qui devrait logiquement être le cas si le garde d'asile augmentait réellement les cancers. Surtout s'il les double, comme affirmé par de Lépine. Et ce vaccin, dont l'indication écrite est prévenir le cancer du col de l'utérus, on se rend compte que non seulement il ne diminue pas la fréquence du cancer de l'utérus, mais qu'il la double. Donc, nouvelle erreur. Mais que se passe-t-il si on prend les données et qu'on les analyse par nous-mêmes ? Car, même s'il y a des erreurs, ce n'est pas pour autant qu'ils ont forcément tort. En général, on constate effectivement une augmentation. Cette augmentation, on la retrouve chez les 20-29 ans. Cependant, ici, l'augmentation commence avant même la commercialisation du vaccin.
chez les 30-39 ans. Ici encore, ça commence avant la commercialisation du vaccin. A noter que cette tranche d'âge n'a pas été vaccinée. Chez les 40-49 ans, encore une fois, on observe une augmentation, et elles non plus n'ont pas été vaccinées. Pour les 50-59 ans, on constate une diminution, pour les 60-69 ans, une stagnation, et pour les 70-79 ans, une augmentation récente ou une stagnation. On peut pas vraiment savoir. Si, au lieu de prendre les 50-74 ans, ils avaient pris les 30-49 ans, ils auraient obtenu une augmentation, et non une diminution. Augmentation chez une population non vaccinée, je rappelle. Si l'on ne prend que la population vaccinée, eh bien on ne voit pas d'augmentation sortant de l'ordinaire suite à la vaccination. Au final, les chiffres en Norvège ne permettent pas d'affirmer, ni même de suspecter, une possible augmentation suite aux gardes d'asile. Ensuite, prenons les chiffres en Suède. La campagne de vaccination a été lancée en 2010 pour la Suède. Ici, je vais m'intéresser uniquement aux faits. Autrement dit, les jugements de valeur, la croyance que les scientifiques sont payés ou trop mal informés pour juger de l'efficacité du garde d'asile, « il faut se détacher de la pensée unique », etc. On ne va pas en parler. On va donc s'intéresser à la seule preuve qu'ils ont pour la Suède, ce tableau. Sans rechercher, on voit déjà que ça augmente avant la vaccination et qu'après la vaccination, l'augmentation devient moins importante. En toute honnêteté, ce n'est sûrement pas dû au vaccin, car un cancer se développe en 20 ans, selon Delépine. Mais prenons donc une vue d'ensemble, histoire d'y voir plus clair. Eh bien, les femmes de 20 à 29 ans ont effectivement une augmentation, qui commence avant la vaccination, mais ça peut effectivement correspondre. Cependant, on observe une augmentation chez les 30-39 ans, qui n'ont pas été vaccinés. Pareil pour les 40-49 ans, pour les 50-59 ans, mais avec une augmentation légère. Pour les 60-69 ans, par contre, là, on a une stagnation, et pour les 60-79 ans, on a une diminution. Si je prends les 30-49 ans, population pourtant non vaccinée, on peut là aussi voir une augmentation. Autre problème, chez 20-24 ans, la vaccination ayant lieu en 2010 et l'augmentation en 2008, déjà c'est problématique. Si l'on prend en compte que la campagne de vaccination était pour les filles de 12 ans, allez bon, disons 12 à 14 ans. Dans ce cas, il faut attendre 6 ans pour qu'elles rentrent dans les 20-24 ans. Elles sont donc dans les données en 2016. Et pour la vaccination de rattrapage, elle s'est faite en 2012. Les filles de 18 ans en 2012 rentrent donc dans les données en 2014. On observe là une augmentation de l'incidence moins importante, ce qui, je le répète, n'est pas dû au vaccin. Donc, en Suède, les chiffres ne permettent pas de suspecter le garde d'asile d'être responsable d'une augmentation des cancers du col. Donc, vérifions les Royaumes-Unis. Au Royaume-Uni, la vaccination a eu lieu en 2008. Donc, si on prend leurs preuves, il faut encore changer les valeurs. Mais, comme on l'a déjà dit, ça ne prouve pas qu'ils ont tort. Déjà, les femmes de 25 à 29 ans, en 2015, avaient entre 17 et 21 ans. Or, comme marqué juste au-dessus, ces femmes n'ont pas toutes été vaccinées. Les 20-24 ans avaient entre 12 et 16 ans, et elles ont été en majorité vaccinées. Et donc, elles n'avaient pas entre 14 et 18 ans. Aussi, 2016 n'est pas sur le graphique. La valeur en 2007 n'est pas 11, mais 14, donc on passe de 100% d'augmentation à 57% d'augmentation. Pour les 20-24 ans, les 70% d'augmentation sont assez discutables en fait. En effet, pourquoi prendre les valeurs en 2012 et en 2014 ? Les femmes qui avaient entre 20 et 24 ans en 2012 avaient entre 16 et 20 ans en 2008. Donc, la moitié n'était pas vaccinée. Il aurait été plus logique de prendre 2014-2015. Sauf que sur un an, c'est pas suffisant pour savoir. De même, 2 ans, c'est vraiment pas top. Encore moins quand on prend une valeur sous la courbe, donc sous la moyenne, et l'autre au-dessus de la moyenne, ce qui fausse l'augmentation. Par exemple, si l'on prend 2012-2015, l'augmentation est moins importante, alors que l'intervalle de temps, lui, est plus important. De plus, les petites valeurs sont plus simples à doubler que les grandes valeurs, comme on a pu le voir avec mon exemple des accidents sur la route. Bon, ensuite des chercheurs se sont penchés sur l'augmentation qui a eu lieu en 2012. C'est simplement dû au fait que les invitations au dépistage ont commencé à être envoyées à 24 ans et demi, au lieu de 25 ans.
On a donc détecté plus de cancers dans la tranche d'âge des 20-24 ans. Je vous conseille d'ailleurs Medifact pour mieux comprendre. Le lien est en description bien évidemment. Pour finir avec ce graphique, on constate que l'augmentation commence avant la campagne de vaccination. Donc, la vaccination ne peut être tenue responsable de cette augmentation. Et il n'y a pas eu d'augmentation particulière depuis la vaccination. Pour le deuxième graphique, on pourrait noter que la flèche en 2007 est en 2006, alors que la vaccination, elle, a eu lieu en 2008. Du coup, il n'y a pas une augmentation de 18% comme affirmé, mais de 5%. Et si on fait un rapide calcul, les filles vaccinées à 12 ans en 2008 auront 25 ans en 2021. Celles qui avaient 18 ans en 2008 ont eu 25 ans en 2015. Autrement dit, le seul moment où l'on a un petit nombre de femmes vaccinées, c'est quasi pas dans le graphique. Bref, continuons. Ici encore, des erreurs, mais la correction cette fois-ci va dans leur sens. Moins 13% devient moins 15%, et moins 10% devient moins 16%. Et on reviendra sur la phrase en gras quand je vous donnerai ma lecture des données. Si l'on recherche par nous-mêmes, l'on observe une augmentation chez les 0-49 ans. Or, comme on l'a vu, les 25-49 ans n'ont pas été vaccinés. Donc cette augmentation ne peut être due au vaccin. Quant aux 0-24 ans, me direz-vous, effectivement, une augmentation est visible. Cependant, on voit qu'elle est suivie d'une forte baisse. Je pense donc qu'il s'agit de l'artefact dû au changement de dépistage. Enfin, petit tableau, et encore une fois, ils prennent 2007 au lieu de 2008. On passe donc de 12,6 à 13,2. Et ça, c'est sans prendre en compte que les femmes de 18 ans en 2008 ont 25 ans en 2015. Ce qui représente une large minorité par rapport aux non-vaccinés, de 27 à 64 ans. Au Royaume-Uni donc, les chiffres ne permettent toujours pas de suspecter le garde asile d'être responsable d'une augmentation des taux de cancer du col. Voici la diapo 55 du diaporama dont on reparlera dans la partie 2. Cette diapo nous renseigne sur l'utilisation du garde asile chez les garçons. Alors oui, on veut aussi vacciner les garçons, notamment pour empêcher les cancers de l'anus. Mais ici, de l'épine semble oublier que ça empêcherait aussi la propagation du HPV et par conséquent le cancer du col de l'utérus. Reste donc à savoir si ça empêche réellement le cancer de l'anus. Eh bien, si on en croit les tableaux de l'épine, non. Cependant, déjà on ne voit pas ce qu'il se passe avant, mais surtout on compare des hommes et des femmes. Or, il suffit que la pratique de l'amour, se fasse par voie anale de plus en plus fréquemment chez les femmes, et l'on obtient une augmentation qui ne dépend pas du vaccin, mais de leur pratique sexuelle. Donc, ces tableaux sont-ils utilisables ? Sans pouvoir faire d'études objectives de la pratique en question chez les jeunes, non. Et pour que ce soit objectif, il faut que les jeunes répondent honnêtement. Donc, bonne chance, hein. Mais effectivement, ça ne prouve pas que ça n'augmente pas. Comment faire du coup ? Eh bien, simple. Allons voir si ça augmente chez les jeunes, qui sont ceux vaccinés. Et la réponse est non. Ensuite, pour le deuxième tableau, j'ai voulu refaire la même chose, avec l'Australie. Sauf que, nos deux courbes ne correspondent pas. Et le truc, c'est que la mienne est vérifiable, puisqu'elle vient du site qui l'utilise. Ça se voit au graphique. Lui, ça ne ressemble pas. Et c'est assez chelou quand on sait qu'il fait généralement des captures du graphique officiel. Donc là, je pense qu'il s'est simplement renseigné sur un mauvais site. Après tout, ça arrive à tout le monde, il n'y a pas vraiment de honte à avoir. Il ne leur reste plus que le diaporama de la conférence donnée à Senlis dans leur argumentaire. Diaporama dont on reparlera dans la deuxième partie de cette vidéo. Cette deuxième partie sera un peu une partie bonus, car en soi, il n'y a pas de nouvelles données. Donc, ça me laisse assez de place pour émettre mon hypothèse. Le garde asile diminue le nombre de liaisons précancéreuses. Lésions menant en cancer avec le temps. Bien qu'on ne puisse pas prouver pour le moment que le garde asile fonctionne, on peut estimer qu'il fonctionne au vu de nos connaissances actuelles. Ça ne veut bien sûr pas dire que tous les cancers du col seront stoppés par le garde asile. Simplement qu'il diminuera le nombre de cancers du col dus au HPV. En effet, d'autres facteurs influent sur le développement des cancers. Il est temps de vous donner ma lecture des choses. Prenons l'exemple du Royaume-Uni. Si pour les personnes les plus âgées, l'incidence du cancer du col diminue, cela peut être dû au test PAP. Ce test permet de dépister la population
et donc de prendre connaissance des cancers plus vite, ce qui permet de combattre un cancer car il aura moins le temps de se développer. Le dépistage, plus il est efficace, plus l'on détecte tôt le cancer. Donc dans les registres, on verra plus de personnes de 30 ans avoir un cancer que si l'on ne dépistait pas en fait. Cette dernière partie sert à expliquer l'artefact que l'on aura bientôt dans les registres de l'Australie. Mais donc il est normal que l'incidence des cancers baisse chez les personnes plus âgées, car on a pu détecter des phases précancéreuses, empêchant donc la personne d'avoir un cancer. Cependant, ça n'explique pas pourquoi ce cancer du col augmente chez les jeunes. Eh bien, cela peut s'expliquer par le relâchement des jeunes. En effet, le cancer du col étant moins fréquent qu'auparavant, on peut être tenté de se dire « Oh bof, je m'en fous, ça me fait pas vraiment peur, hein, moi, voilà ». Un peu comme pour le Covid, suite au déconfinement, il y a eu beaucoup moins de personnes avec des masques. Et ce problème, je ne suis pas le seul à le pointer du doigt. C'est une réalité en fait. Pour savoir comment se protéger, je vous mettrai des liens en description. Je vous invite à vous faire votre propre avis. C'est votre santé qui est en jeu. N'oubliez simplement pas de faire preuve d'esprit critique, afin d'éviter les charlatans qui en profitent pour se faire de l'argent, et les gens de bonne foi, ignorant qu'ils ont cru des graphiques trompeurs. Et même si vous n'êtes pas tombé dans ce panneau précis, ça vous arrivera forcément un jour de tomber dans un panneau. Donc, traitez ces personnes avec respect et gentillesse. Merci. Donc, en conclusion, les erreurs des de Lépine sont un manque de contexte, une comparaison de pourcentage d'augmentation dont on a vu la fiabilité tout à l'heure, on peut trouver l'inverse de ce qui se passe réellement par cette méthode, un manque de recherche, ce que j'entends par là c'est qu'il leur manque des graphiques sur les différentes tranches d'âge. Normalement, ils auraient dû vérifier via ces graphiques. Je suis ouvert d'esprit. Si les de Lépine me donnent de nouvelles données, ou une nouvelle interprétation, je vais pas me dire directement « Oh ben c'est forcément tout pourri ». Non, ça c'est complètement stupide de faire ça. Donc je suis ouvert aux preuves, car pour moi, prouver la dangerosité d'un vaccin, ça nécessite des preuves solides. Or, pour le moment, après une analyse des données, on remarque simplement qu'ils ne coïncident pas avec la campagne de vaccination. Enfin, je le répète, mais n'harcelez pas les de Lépine. Pour être honnête avec vous, je les ai eus au téléphone, et ça a l'air d'être des gens bien. Ils veulent juste nous avertir d'un scandale sanitaire, qui n'arrivera peut-être jamais en fait. Mais au moins ils essayent d'aider. Donc je fais aussi cette vidéo pour leur faire comprendre qu'ils peuvent se tromper. Et qu'en fait, c'est pas du tout grave de se tromper, ça arrive à tout le monde. Enfin bref, sur ce c'était Cube, pour Debunk, allez, bye.